Oui, Geoffroy Julien Kouao, écrivain, juriste et analyste politique. Aujourd'hui, il y a un débat qui est né il y a 2 jours de cela. Dans un entretien, le chef de l'État a dit comme ça: la nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Vous, en tant que constitutionnaliste, qu'est-ce que ce débat, cette assertion est fondée? Il faut dire que l'écho qu'a eu cette déclaration du président de la République est dû tout simplement au statut de l'auteur de cette phrase, c'est le président de la République, et aussi parce que cette déclaration concerne l'élection présidentielle. Vous savez que depuis l'instauration de la démocratie en 1990, l'élection présidentielle polarise en Côte d'Ivoire toutes les passions, vu l'importance du président de la République dans notre système politique. Maintenant, pour répondre franchement à votre question, il faut simplement dire que seul le Conseil constitutionnel est compétent pour dire qui peut être candidat ou non à une élection présidentielle. La déclaration du président de la République n'a aucune valeur juridique. Il émet un souhait, une intention. Et évidemment, tout le monde peut le faire. Je peux dire moi également que je serai candidat ou que je peux être candidat. Vous également. Maintenant, c'est au Conseil constitutionnel qu'il revient, in fine, de dire qui sera candidat. Vous savez, pour nous les politologues ou politistes, il y a ce qu'on appelle le chemin de l'élection. Il y a l'intention électorale. J'ai envie d'être candidat. Il y a ensuite la résolution électorale. Je décide d'être candidat. Il y a ensuite encore les actes préparatoires de l'élection. Je mets en place un appareil politique, tout un dispositif pour pouvoir être candidat. Et puis, il y a l'acte de candidature. Je dépose ma candidature devant l'organe compétent. Et puis, enfin, il y a la validation de ma candidature, c'est-à-dire l'acte compétent, l'organe compétent décide que je suis candidat. C'est à partir de cet instant qu'on est candidat. Pour l'instant, M. Ouattara ne fait que exprimer, n'est-ce pas, un souhait. Et comme je le disais tout à l'heure, ce souhait n'a pas de valeur juridique. Mais je comprends que le statut de M. Ouattara, en tant que président de la République, n'est-ce pas, amène les uns et les autres à commenter tous ces gestes et toutes ces paroles. L'intrigue, c'est au niveau du 3e mandat, puisque aujourd'hui, la Constitution limite à 2 mandats. Le problème de fond, c'est là. Au-delà du droit, toute action politique, toute démarche politique doit avoir une valeur pédagogique. Est-ce qu'un 3e mandat de M. Ouattara renforce ou fragilise la démocratie ivoirienne? Est-ce qu'un 3e mandat de M. Ouattara permet de renforcer l'acquis démocratique obtenu depuis 2000, qui renvoie à la limitation des mandats? Voici les questions inaugurales. Si nous avons répondu à ces questions, je pense que nous aurons franchi un grand pas. Malheureusement, ce n'est pas le droit qui va donner les réponses à ces interrogations, mais c'est le rapport de force politique. Dans tous les cas de figure, les instruments juridiques qui balisent l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire sont d'une extrême clarté. Je fais allusion à la Constitution et au Code électoral. Ces textes juridiques disent clairement qui peut être candidat en Côte d'Ivoire, quelles sont les conditions d'éligibilité. Il appartiendra donc au moment venu au Conseil constitutionnel de tenir compte de ces textes pour dire quelle candidature peut être validée ou pas. Vous, dans une de vos publications, vous annoncez comme ça que la 3e République est très mal partie. Quelques mois après avoir connu la vie de cette 3e République, est-ce que cette assertion tient toujours? Oui, elle tient, parce que si vous remarquez bien, j'étais sceptique quant au mode d'élaboration de la nouvelle constitution.
le peuple a été associé à cette élaboration qu'en aval. Et le peuple a été exclu en amont. En lieu et place du peuple, on a mis en place un comité d'experts. Dans une démocratie, il n'appartient pas à un comité d'experts d'écrire la monture de la nouvelle constitution, mais au peuple. C'est d'un. Au niveau du fond, il y avait énormément de maladresse démocratique, politique, dans le contenu de cette constitution. Et je pense que ce sont les manifestations de ces maladresses et de ces irrégularités que nous sommes en train de voir à mesure que nous nous approchons de 2020. Dans tous les cas de figure, ce que j'aimerais dire, c'est que le combat intellectuel, le combat politique ne se mène pas en aval, mais en amont. C'est au départ qu'il fallait qu'ensemble les Ivoiriens ouvrent les yeux sur les maladresses de la présente constitution. Cette question nous amène à parler un peu de la gouvernance Ouattara. Aujourd'hui, quel regard vous jetez en tant que politologue, juriste sur cette gouvernance-là? Tout dépend du domaine que nous prenons. Si nous prenons la politique extérieure, la diplomatie, c'est un véritable succès. M. Ouattara a su positionner la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Et Abidjan a aujourd'hui retrouvé sa place de première place tournante de la diplomatie africaine, au détriment de Ouagadougou. Voilà. Et donc, c'est une très bonne chose. Au niveau économique, les statistiques montrent qu'il y a du progrès. Mais où il y a à regretter, c'est au niveau politique et social. Au niveau politique, tout le monde attendait M. Ouattara sur la réconciliation nationale. C'est un échec. C'est indiscutable, c'est un échec. Sur le plan social, c'est la redistribution des richesses générées par la croissance économique. Et là, vous êtes tous d'accord, nous sommes tous d'accord, les Ivoiriens le sont, c'est aussi un échec. Parce que, nonobstant la croissance à 2 chiffres, nous assistons à une paupérisation des populations, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Et donc, c'est donc un bilan extrêmement mitigé. Et cependant, pendant 10 ans, M. Ouattara a eu l'occasion de montrer qu'il aimait la Côte d'Ivoire et qu'il voulait se mettre au service de la Côte d'Ivoire. Et comme je pense qu'avec les exigences démocratiques, on ne peut pas s'éterniser au pouvoir, il est temps pour lui de tirer les conséquences démocratiques de sa gouvernance. Et au niveau de la justice, des améliorations ou c'est le statu quo? Vous savez, la question de la justice est une question extrêmement compliquée parce qu'il n'appartient pas au pouvoir exécutif de s'immiscer dans les affaires judiciaires. Dans une véritable démocratie, le pouvoir judiciaire est indépendant. Donc je ne pense pas que l'exécutif puisse vraiment influencer. Il appartient aux magistrats eux-mêmes d'être jaloux de leur indépendance et de dire le droit en toute conscience. Ce que peut faire l'exécutif, c'est d'améliorer les conditions de travail des magistrats, du personnel judiciaire. Par exemple, recruter davantage de magistrats, construire davantage de tribunaux et de maisons d'arrêt pour améliorer les conditions de vie des prisonniers. Là, il y a l'intelligence politique. L'intelligence politique, c'est tout ce qui participe de la réflexion politique, de l'analyse politique, du décryptage politique, de la formation politique. Vous voyez que la politique en Côte d'Ivoire cristallise toutes les passions. Il y a beaucoup d'émotions, mais peu de raisons. Parce que tout simplement, les Ivoiriens aiment la politique, mais ne sont pas formés politiquement. La politique est une science, c'est un art. Donc, elle requiert une véritable formation. Je vais vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas être un bon chef d'État si vous ne savez pas ce qu'on appelle un État. Vous ne pouvez pas être un bon homme politique ou une bonne femme politique si vous ne savez pas ce qu'on appelle la politique. Vous ne pouvez pas diriger un parti politique si vous ne savez pas ce qu'on appelle un parti politique. Vous ne pouvez pas être démocrate si vous ne savez pas ce qu'on appelle la démocratie. Vous ne pouvez pas être républicain si vous ne savez pas ce qu'on appelle la République. Donc toutes ces maladresses politiques que nous constatons procèdent du fait que la formation de nos hommes politiques laisse à désirer.
Ils sont de bonne foi, ils aiment la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance pour actionner leurs passions et leurs activités politiques. Regardez ce qui se passe par exemple en Occident. Vous voyez tous ces hommes politiques. Prenons le cas de la France. D'abord, tous sont d'abord des écrivains. Tous, sinon la majorité, ont fait la Sciences Po ou bien ont fait l'ENA. Et vous voyez comment ils sont enclins au débat public contradictoire. Parce que le débat public contradictoire est le seul critère de sélection, de casting de la classe politique. En dehors du débat public contradictoire, il n'y a pas de mérite politique. Tout le monde est allé à l'école, tout le monde a un diplôme. Donc ce n'est pas le diplôme qui fait la politique. C'est l'intelligence, c'est la culture. Mais combien d'hommes politiques ont une fois débattu en Côte d'Ivoire? Dites-moi, depuis quand vous avez vu M. Bédier dans un débat public contradictoire en Côte d'Ivoire, sur une thématique importante? M. Macron a convaincu les Français à cause des débats publics contradictoires, où il a montré toute sa valeur, toute sa dimension d'homme politique. Mais chez nous, le seul critère, c'est l'argent. J'ai de l'argent, je viens, je m'impose. Mais la plutocratie n'est pas la démocratie. Et c'est pour cela que nous avons mis en place cette intelligence, ce cabinet de formation politique, pour mettre au cœur de la science politique, de l'action politique en Côte d'Ivoire, la formation.